Hé, c'est quand? Je sais pas moi, c'est quand? Dis-nous c'est quand? Maintenant! On a encore eu de la chance. Et c'est pas fini. Venez comme vous êtes. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. J'aime ces moments-là. Ça coule de source. Mademoiselle Pitch, on air. Bienvenue dans les Mademoiselle Pitch on Air, le podcast qui explore la puissance de la communication au service des grandes causes. Je suis Magali Faget, fondatrice de l'agence Mademoiselle Pitch et également organisatrice du concours de publicité créatif et citoyen, les Mademoiselle Pitch Awards & Co. Dans chaque épisode, avec mes invités, nous vous ouvrirons les portes du monde complexe de la communication des ONG. Un domaine où l'art de raconter des histoires et mobiliser les gens fait toute la différence. Comment les histoires peuvent-elles changer le monde? Comment les campagnes influencent notre façon de penser et d'agir? Et comment les ONG peuvent créer un impact positif, durable, grâce à leur message? Alors, préparez-vous à être inspiré, à repenser votre approche de la communication et à vous engager davantage pour les grandes causes qui vous tiennent à cœur. Je vous propose aujourd'hui de plonger dans l'univers d'un créatif passionné, d'un amoureux des mots, dont chacun d'eux résonne au-delà du monde publicitaire. Il a commencé à l'agence Leg comme concepteur-rédacteur. Aujourd'hui, il dirige la création de The Good Company. Et malgré son emploi du temps chargé, il enseigne la créativité appliquée à la RSE aux futurs talents créatifs. Mais ce n'est pas tout. Ce créatif aux multiples facettes est également comédien et même metteur en scène de théâtre semi-professionnel. Entre deux projets pubs, il aime s'immerger dans ses passions. Le théâtre, bien sûr, mais aussi le cinéma, la lecture, l'écriture, la réalisation et même le football. Cherchez l'erreur. Un équilibre entre créativité et passion artistique qui définit plutôt bien mon invité. Il est fasciné de littérature, de philo, d'histoire, avec un grand H comme avec un petit H. Et c'est un hyper actif créatif en constante effervescence. En plus de tout cela, mon invité a participé l'an dernier au concours d'écriture de Médecins du Monde. Son texte, le manifeste d'une cellule, lui a valu le premier prix et en récompense suprême, la comédienne Annie Dupéret est venue l'interpréter sur scène. Une interprétation qui a eu lieu lors du Festival des Gros Mots qu'organisait mon agence en novembre dernier à Grande Contrôle. C'est donc avec enthousiasme, moi l'amoureuse des mots qui dans une autre vie ai écrit des pièces de théâtre et participé à l'écriture de scénarios de cinéma, que je reçois dans ce nouvel épisode de Mademoiselle Pitch on Air, Philippe Pioli-Lesèvre, directeur de création de l'agence The Good Company, qui est aussi un peu mon frère d'armes d'écriture. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Ne piquez pas les yeux. Venez comme vous êtes. L'invité du jour. Bon, mon cher Philippe, je te propose de commencer la première partie de ce podcast avec des questions personnelles pour que nos auditeurs puissent en apprendre un petit peu plus sur toutes tes passions, parce que t'en as plein. Qu'est-ce que tu penses du portrait que je viens de faire de toi ? J'en suis très honoré. Il y a toujours une sensation d'étrangeté à entendre parler de soi. Déjà parce que ça m'arrive rarement. Je suppose que les personnalités publiques doivent être habituées à ça. Mais oui, c'est un peu bizarre. C'est un petit peu bizarre comme une sorte de sortir de soi-même et de se regarder un peu de l'extérieur. Les Grecs aimaient bien dire, ils mettaient sur le fronton du temple d'Apollon, connais-toi toi-même. Je pense que c'est pas pour rien, hein, c'est un peu un idéal difficile à atteindre. Donc quand on entend parler de soi comme ça, on se trouve un peu étranger. Alors le fil rouge de toutes tes passions, c'est quoi Philippe? C'est la curiosité, l'aventure, l'écriture ou c'est autre chose? Alors si je voulais faire une réponse un peu maligne, je dirais que l'écriture c'est à la fois de la curiosité et une aventure. C'est aimer s'inventer des mondes et vouloir les parcourir. Donc je dirais un petit peu des trois que tu viens de dire, mais effectivement ce qui me guide un peu dans tout, c'est d'écrire. Mais alors par écriture, il faut comprendre toutes les facettes que ça peut avoir. Dans le très sympathique portrait que tu as fait de moi, il y a un petit peu de tout ça. C'est vrai que réaliser, c'est écrire avec une caméra ou avec un montage. La mise en scène, c'est de l'écriture avec des corps, avec des êtres humains, c'est ça aussi qui est fascinant.
Et après, évidemment, voilà, écrire avec un stylo, écrire avec un clavier, écrire quand on fait de la pub. Alors, quand on voit toutes tes passions, on se dit que t'as un petit côté hyperactif. Est-ce que t'étais un enfant hyperactif quand t'étais petit ? Pas forcément, j'étais un enfant très anxieux, peut-être une sorte d'hyperactivité intérieure, introspective. Non, j'étais très anxieux, mais pas forcément turbulent ou hyperactif, casse-cou, non. Et rêveur ? Oui, probablement, oui. Ça certainement. Pas très attentif aussi, sans aucun doute. Enfin, beaucoup dans ma tête, on va dire. T'es passionné de théâtre. Est-ce que tu pourrais revenir sur quelques-uns de tes auteurs préférés de pièces de théâtre ? Bien sûr. Et pourquoi ? Je vais dire des choses un peu convenues, j'imagine, mais dans les classiques, je dirais Shakespeare et Molière. Déjà parce que je les ai joués. Ensuite, parce que c'est indépassable, je trouve. On y voit des choses merveilleuses qui parlent tellement à travers le temps. Et la preuve étant, c'est qu'on joue encore leurs pièces des siècles plus tard. Toujours chez les classiques, je mettrais quand même Racine, parce que je pense que du point de vue de la langue française, c'est un peu un summum. Je trouve ça mieux écrit que Molière, par exemple. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire une phrase pareille, mais... Tu as le droit de le penser, en tout cas. J'ai le droit de le penser, et maintenant je viens de le dire. En tout cas, oui, je trouve ça merveilleusement bien écrit. C'est un peu ardu, c'est pas simple, ça doit être très dur à jouer. Je ne l'ai jamais fait, mais ça doit être très dur à jouer, mais c'est magnifique. Un peu plus récent, je vais citer Brecht, oui. Notamment pour une pièce qui s'appelle Grand-peur et misère du Troisième Reich, qui est une fresque magnifique sur l'Allemagne sous le nazisme. J'aime beaucoup aussi, on remonte dans le temps, Tony Kushner, qui est l'auteur de Angels in America, qui est une des plus belles pièces que j'ai vues de ma vie, qui est vraiment quelque chose de magnifique. Et alors, pour citer un auteur plus actuel, peut-être Joël Pomera, qui joue en ce moment d'ailleurs, qui a une pièce en ce moment au théâtre La Porte Saint-Martin. Je fais sa promo, je pense pas qu'il en ait besoin, mais je le fais quand même. Contes et légendes sur notamment une nouvelle génération, notamment sur l'intelligence artificielle. Et tu m'as demandé aussi pourquoi. Je pense que je peux donner une explication qui vaut pour tous. Parce que tous ces auteurs-là ont le génie de saisir une vérité humaine à chaque fois. Alors, on va ouvrir une petite porte sur une autre de tes passions, qui est le foot. Mmh. Et je suis un petit peu curieuse, j'aimerais savoir quel type de supporter tu es. Est-ce que tu es le mec classe ou le beauf en claquette, en chaussettes devant la télé avec une bière quand tu regardes un match de foot ? Et après, attention, je vais te questionner sur tes équipes de foot préférées. Oui, écoute, je vais tout de suite commencer là-dessus. Je supporte le Paris Saint-Germain, c'est non négociable, et l'équipe nationale du Brésil, parce que je suis franco-brésilien. Et que c'est celle-là que j'ai choisie. Je ne sais pas si je suis un gros beauf ou un supporter sophistiqué. En tout cas, je m'amuse de voir que ça t'étonne, cet amour pour le foot. C'est vrai qu'en France, on a un peu tendance à compartimenter le foot comme ça et la culture, par exemple. Là où en Angleterre, un peu moins. On voit beaucoup de musiciens, de rockstars être fans de tel ou tel club. Même Elton John est fan du club de Watford. Je pense que comme tout bon supporter, je suis passionné et extrêmement de mauvaise foi. Disons que le foot est un terrain dans lequel je circonscris ma bêtise. Pas que je ne puisse pas être bête sur d'autres sujets, mais au moins dans le foot, j'ai vraiment pas honte de l'être. Je pense que c'est un petit peu un exutoire. Mais j'ai probablement déjà regardé des matchs en claquette avec une bière aussi, je dois l'avouer. Alors, toi qui aimes bien raconter des histoires, en écrire, si tu devais convaincre les Français d'aller se baigner dans la Seine après les JO, tu ferais comment et quel storytelling tu mettrais en place ? J'espère pas te décevoir, je vais répondre pas à côté, au contraire, je pense que je vais répondre pile poil dans ta question, mais c'est bien, ça va nous permettre de parler de pub un peu déjà, quoi. Pour inciter les gens à aller se baigner dans la Seine, je m'assurerai d'abord qu'on peut le faire. Et je pense que ça, c'est important, c'est de comprendre quel est notre métier en tant que publicitaire, et on aura l'occasion de revenir là-dessus après. Notamment quand on parle de RSE, quand on parle de marques engagées, de marques qui font des choses. Nous, on est des communicants. On ne va pas le faire à la place des clients. Donc je pense qu'il faut d'abord aux marques, même aux entreprises de faire. Et nous, on fait savoir. On est des haut-parleurs un petit peu. Exactement. Et c'est chouette quand on peut communiquer autour d'actions socialement responsables et de bonnes choses. Encore faut-il qu'elles soient faites véritablement, car sinon il y a tromperie. Et c'est là où il y a un problème. Donc d'abord, la première chose à faire, je pense, c'est d'être vraiment sûr qu'on puisse se baigner dans la Seine avant d'inciter des gens à aller mettre les pieds dedans. Ensuite, honnêtement, je pense que il n'y a même pas besoin d'inciter les gens à se baigner dans la Seine. Paris est une ville qui accueille la terre entière sans même qu'on puisse le faire.
Mais je suis sûr et certain qu'il y aurait de merveilleuses accroches à trouver sur ça. C'est déjà quelque chose de très beau, s'imagine de se baigner à Paris, n'est-ce pas? Zéro tracas, zéro blabla. On a encore eu de la chance. J'aime ces moments-là. La question sérieuse. Maintenant que nos auditeurs ont fait plus ample connaissance avec toi, passons aux questions sérieuses. Quel directeur de création es-tu chez The Good Company et parle-nous un petit peu de l'ADN créatif particulier de ton agence. Je suis un directeur de création qui n'a jamais cessé d'être un créatif et qui probablement ne cessera jamais de l'être. Pas que je prétende que des directeurs de création ne sont plus créatifs, hein, mais disons que voilà, il y a toujours, et il y aura toujours probablement, en tout cas c'est comme ça que je le vois encore aujourd'hui, le besoin chez moi d'être devant une page blanche, d'écrire des choses, de vraiment mettre la main à la pâte, parce que j'aime beaucoup trop ça pour m'en priver. Et sachant ça, je pense que ça influence aussi mon comportement, on va dire, dans la direction. J'aime permettre à mes créatifs d'exprimer leur style, leur façon de faire aussi, de mettre d'eux dans ce qu'ils font. Ce qui implique de ne pas nécessairement toujours mettre de moi. Comprendre comment ils sont et de les aider à développer leurs idées en fonction de leur personnalité. Bien sûr, et ça, c'est avec les équipes du planning, les équipes commerciales, c'est aussi cadré, voir qu'on est bien dans la strate, voir qu'on est en train de délivrer un message qui est pertinent pour le client, pour l'agence, et que bien sûr, il y a une qualité créative. Donc ça, c'est l'exigence, on la met là. En revanche, voilà, je suis un créatif qui n'apprécie pas nécessairement qu'on prenne trop mon stylo. Et ben, j'essaie d'être un directeur de création qui ne prend pas trop le stylo non plus. C'est pour ça que je pense que la première étape essentielle dans la direction de création, c'est le recrutement. N'est-ce pas ? Quand on recrute bien, après, on est tranquille. Alors, tu sais qu'on est dans un podcast Grande Cause ici. Pour quelle grande cause tu as déjà travaillé ? Alors, je ne veux pas en oublier, mais déjà, je vais citer SIDAction parce que je travaille pour eux en ce moment. D'ailleurs, notre film vient de sortir pour le SIDAction 2024. Donc là, depuis 4 ans, mais j'ai aussi travaillé contre les violences faites aux femmes pour Elles Imaginent. Il y a 3-4 ans, on avait fait un film pour eux, pour Dans ma rue, qui est une petite association parisienne que je salue au passage, de très chouettes personnes qui font des maraudes pour les sans-abri, pour Greenpeace, il y a déjà un moment, pour la Fondation David Lynch. Très intéressant, la Fondation David Lynch travaille avec les gens qui souffrent de stress post-traumatique, donc vétérans de guerre, anciens prisonniers, femmes battues aussi. La Fédération internationale des droits de l'homme aussi, à l'époque, sur un sujet très particulier, mais très intéressant, très touchant aussi, sur les réfugiés politiques du Burundi. Alors, tu m'as parlé de SIDAction, sur lequel tu travailles depuis 4 ans, je crois, au sein de ton agence. Oui. Et je crois que vous avez imaginé des dispositifs, tu nous as annoncé sortir un film, mais vous faites autre chose que des films, vous faites aussi des dispositifs un petit peu out of the box, comme le Kama Sutra Plus, les tubes qui protègent. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est tous nos auditeurs pourront retrouver ces cases sur Internet, mais comment viennent les idées ? Comment ça arrive, ces idées-là, un petit peu à côté d'un film, d'une campagne classique ? Ce qu'on appelle des activations, qui est un peu un mot fourre-tout, mais qui englobe toutes ces idées, comme tu dis, qui sortent des médias traditionnels ou qui sont des idées qui après se déploient sur plusieurs médias. Déjà, elles naissent en l'occurrence dans la tête de 2 créatifs de mon agence qui sont Joël Elage et Eva Huguet, je me permets de les citer, 2 très talentueuses personnes avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Ensuite, mais pour avoir déjà évidemment par moi-même aussi fait ce genre d'idées, je pense que c'est des mécaniques qui sont un peu différentes que les jeunes créatifs intègrent de plus en plus, qui sont de ne pas nécessairement commencer par le média, même si parfois ça peut aider, ça peut être un point de départ, mais de penser en big idea, en grande idée ou en détournement. Les 2 exemples que tu viens de citer, par exemple, sont typiquement ce que j'appellerais des idées qui viennent de détournement. Dans un premier cas, les filles nous ont proposé du coup cette très chouette idée de faire un Kama Sutra inclusif. C'est très puissant parce que c'est un livre qui est mondialement connu, c'est un objet culturel incroyable et qui depuis toujours du coup véhicule, on va dire, une image plus hétéronormée de la sexualité. Et là, en l'occurrence, elles l'ont imaginé différemment. Donc c'est un détournement d'un objet qui est déjà connu, il y a déjà un fort préalable dans l'inconscient collectif. Et le deuxième exemple, les tubes qui protègent, on a pris c'était pour s'adresser, en fait, pour faire de la sensibilisation à la protection, donc aux préservatifs, en PrEP et tout ça, auprès des quinquas. C'est une génération qui,
pour des raisons qui sont probablement intéressantes à étudier, mais que je ne pourrais pas décrire ici, se protègent moins. Arrivé à un âge où ils commencent à moins se protéger. Bon, déjà, probablement pour des raisons de fertilité, ils y pensent moins et tout ça, quoi. On se dit que c'est pas pour nous, on se dit que le VIH, c'est pour les jeunes, ce qui n'est pas vrai. Et donc, en gros, on a pris des chansons, des tubes des années 80 qui parlaient de sexe, d'amour, et on les a réécrits pour intégrer la protection, dedans. On a fait ça avec Dave, avec Lio, Émile et Images et partenaires particuliers. Et là encore, c'est quoi ? C'est des objets culturels qui sont très connus, qui ont beaucoup marqué cette génération, comme la chanson Banana Split de Lio. Et on détourne un premier objet pour faire passer un message. Donc voilà, dans les deux cas que tu viens de citer, on va dire que c'est une mécanique de détournement. Alors, je voudrais t'interroger sur le sujet du moment qui concerne un peu beaucoup de créatifs et le monde de la pub, c'est l'IA. On dit que l'IA va supprimer des métiers dans la pub. Est-ce que les créatifs doivent craindre l'intelligence artificielle ? Alors, il y en a qui disent « Ah, mais c'est un outil qui nous permet d'aller plus loin ». Et il y en a d'autres qui disent « Oui, mais il y a des métiers qui en souffrent, comme storyboarder, comme d'autres métiers. Sur la photo aussi, oui. Ça peut impacter. » Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Hoffman, c'est vrai que la première fois où mon binôme a généré des images, lui il aime beaucoup ça, il est très passionné, il s'est mis à fond dedans. Et la première fois devant moi, il m'a montré comment générer des images avec un style Hoffman. J'ai immédiatement pensé à tous ces Hoffman avec qui on avait l'habitude de travailler et franchement inquiet pour eux. Je pense qu'il y a deux erreurs face à ça, face à l'IA. La première serait probablement d'être primairement contre, la deuxième serait d'être naïvement pour. C'est inévitable, comme tout progrès. C'est vertigineux la progression que ça a, la vitesse à laquelle ça va. Je me garderais bien de te dire ce qu'il en sera demain de l'IA, parce que j'en suis parfaitement incapable. Ce que je sais, c'est qu'évidemment, ça va avoir un impact incroyable. Et donc, je conseillerais aux créatifs deux choses. La première, c'est de s'y intéresser très fortement. C'est d'apprendre à s'en servir, d'être le temps que possible à la pointe de cette chose-là. Parce que c'est là, de toute façon, c'est comme ça, et ça va évoluer, et ça va évoluer plus vite que nous, donc voilà, il faut rattraper, il faut garder le rythme. La deuxième chose que je conseillerais, et ce n'est que mon point de vue, mais récemment, ça m'est arrivé de voir des créas qui écrivaient leur body sur ChatGPT. C'est pas tant que... En fait, je trouve que c'est dommage, et même dangereux, et même risqué pour eux, de transférer une compétence comme ça. Ne le faites pas si vite. Attendez un peu, ne soyez pas pressé d'être remplacé par une machine. Je peux comprendre, il y a un gain de temps, mais ça me chagrine qu'on mette pas de l'amour à l'écrire une body. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Au revoir, président. Le mot de la fin. Alors, on rentre dans la dernière partie du podcast qui est l'acrostiche. Alors, je te donne un mot et tu dois répondre spontanément très vite ce qui te passe par la tête. Et pour toi, j'ai choisi le mot livre. Tu es prêt ? Absolument. Elle comme larme. La dernière fois que tu as pleuré, c'était quand ? Et c'était pourquoi ? J'aurais adoré pouvoir sortir un film très snob, très chic, comme Bergman ou quoi, mais non, c'est pas le film qui a eu l'Oscar cette année, parce que c'est Oppenheimer qui est excellent d'ailleurs, c'est celui de l'année dernière. C'est donc Everything Everywhere All at Once. Et en fait, c'est bien que je puisse en dire deux petits mots, parce que ce film est génial en ceci qu'il est... Alors, c'est deux réalisateurs qui font beaucoup d'effets visuels, et moi, généralement, c'est quelque chose qui me fatigue vite quand il y a trop d'effets visuels. Sauf qu'en fait, il n'y a vraiment pas que ça, il y a aussi tout simplement une histoire de famille. Et elle est très, très, très jolie, très émouvante, et je crois que j'ai les yeux embués de larmes. I comme île. Qu'est-ce que tu emporterais avec toi sur une île déserte ? Ah, la bonne question. Des livres, franchement, c'est un peu cliché, là. Je sais, on tourne en rond, je réponds presque avec ta question, mais c'est difficile d'avoir quelque chose qui tienne aussi longtemps et voilà, et qui est déjà facile à transporter, il faut y penser. L'objet est beau, et puis voilà, il y a des livres que j'aime lire et relire. C'est quand même fascinant, et puis en plus c'est long, donc... Allez, on reste dans le même univers. V comme vacances. À quel endroit tu as passé tes meilleures vacances ? Je pense que c'était à Porto Rico. Pas tant pour l'endroit, mais parce que c'était le mariage de mon frère, parce que j'avais 20 ans, voilà, et parce qu'on était beaucoup d'amis et de famille. Alors, comme en vacances, on en profite pour écouter de la musique. J'ai envie de te lancer le défi de R comme rythme. On retrouve quoi dans ta playlist ? Qu'est-ce qu'on retrouve ? Un paquet de choses, pour être tout à fait honnête.
J'aime beaucoup la musique électronique. Et notamment tout ce qui est house garage, donc une sorte de musique électronique avec des voix très gospel, très soulful. Alors on va passer au mot de la fin, comme le dernier chapitre d'un roman ou d'un livre, comme écrire. Pour quel acteur ou actrice tu rêverais d'écrire ? Il y en a plein, mais très très récemment, je suis fasciné, comme à peu près tout le monde, par Raphaël Quenard, que je trouve incroyable. Le type est très beau, il est drôle, il a un charisme fou, il a une locution hyper particulière. Il a un truc, en fait, il est encore jeune, il n'a pas une filmographie très profonde, mais il a quelque chose pour moi qui fait le grand acteur, c'est qu'il y joue plus. Il s'efface derrière ses personnages. Ou plutôt, il est lui partout, tout le temps. Donc pour lui, ça serait génial, en fait. Alors c'est déjà la fin de notre podcast. C'était un super moment passé ensemble. T'as plein de choses intéressantes à raconter et je pense que je pourrais être invitée dans une prochaine émission, un petit peu plus tard sur une prochaine saison. Quand tu veux, Maëlle. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les autres sur votre appli de podcast préféré. Et rendez-vous dans un prochain épisode prochainement pour écouter un nouvel invité et en apprendre plus sur qui se cache derrière tous ces grands créatifs de la pub. J'avais bien potassé, mais tu sais, après... T'as un univers et un jardin intérieur très grand.